sont activés. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur le suivi de l'exécution des procédures de marché public avec Microsoft Project Server au CG13. Bienvenue à tous, je vous propose de démarrer ce webinaire dès maintenant. On va être ensemble pendant environ 1 heure. La présentation sera d'environ 45 minutes et sera assurée par Alain Chatalian. Je lui donnerai la parole dans quelques minutes. C'est lui donc qui fera cette présentation et elle sera suivie d'une session de questions-réponses pendant environ 15 minutes. Vous avez dans l'outil de webinaire la possibilité de poser vos questions directement dans une fenêtre spécialement dédiée pour les questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire. On y répondra uniquement à la fin du webinaire. On lira toutes vos questions et on pourra y répondre. Donc voilà pour le déroulement. Au niveau du webinaire, on va démarrer par la présentation de TeamSquare. Ce sera très rapide, quelques minutes, histoire de vous présenter ce que TeamSquare propose comme service. Et ensuite, je laisserai la parole à Alain Chatalian qui vous fera son retour d'expérience comme indiqué dans l'invitation au webinaire. Et on terminera avec les questions-réponses. Alors très vite sur la présentation TeamSquare. TeamSquare, notre cœur de métier, c'est le management de projets et de portefeuille de projets. Donc on est vraiment sur cette niche, sur cette volonté de faire en sorte que le management de projet se passe bien au sein des organisations. On a plus de 20 ans d'expérience et un savoir-faire reconnu en management de projet et de portefeuille de projet. On est également partenaire de la société Microsoft, on est partenaire Gold sur la solution Microsoft Project Server. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a accompagné le CG13 à la mise en place de Microsoft Project Server. TeamSquare, on est une agence historiquement basée à Lyon, mais on a également une agence à Paris et dans le sud de la France, et après des consultants qui se déplacent un peu partout en France en fonction des différentes missions. Pour terminer, quelques références. L'idée de cette slide, c'est de vous montrer qu'en fait, TeamSquare travaille avec tout type de comptes, aussi bien des très grands groupes que des plus petites structures, du privé, du public. On travaille partout où il y a du management de projet et on le retrouve partout. Et pour ce webinaire, donc, on est plutôt sur une utilisation dans le secteur public. Donc c'est des problématiques particulières avec un environnement particulier et on a aussi cette expertise pour le secteur public. J'en ai terminé avec la présentation de TeamSquare. Je vais donc laisser la parole à Alain Chatalian qui nous fait le plaisir de nous faire ce retour d'expérience. Merci Jessica. Donc je suis Alain Chatalian, je suis responsable PMO à la direction des systèmes d'information du CD13 maintenant, puisque nous avons changé de nom il y a quelques jours. Donc très rapidement, je vous présenterai le département 13. Je ne vais pas m'attarder trop là-dessus. Je vais vous expliquer en fait l'objectif et le périmètre de notre projet consistant à suivre les marchés publics. Et ensuite, je décrirai dans le détail comment nous faisons pour piloter les procédures, le suivi des procédures de marché. Et ensuite, nous terminerons avec des questions. Alors, le CG13, enfin le département des Bouches-du-Rhône, en fait, traite de nombreux sujets. L'aide sociale, les personnes âgées, l'insertion, beaucoup de métiers très différents. Donc, cette multiplicité de métiers entraîne l'existence de très nombreuses applications informatiques pour les gérer. Donc, en moyenne, nous avons 60 nouveaux projets informatiques chaque année, ce qui est énorme. Et nous traitons 250 marchés publics pour traiter ces projets et pour maintenir les applications existantes. Donc, cela représente chaque année entre 60 et 80 procédures de marché public à traiter et à suivre et à piloter. Alors, les projets, comme la maintenance, consomment de la charge. Alors, parmi les projets, on considère que les passations de procédures de marché public
doivent être pilotés de la même façon qu'un projet. Il y a une équipe, il y a un sponsor, il y a une réflexion en amont d'un marché qui font que, finalement, une prestation de marché public doit être suivie et pilotée de la même façon. Alors, techniquement, comment ça se présente? Nous avons mis en place un PMO, donc nous avons outillé un PMO avec Microsoft SharePoint et Microsoft Project Server. Donc d'abord, nous nous sommes appuyés sur un socle méthodologique, nous sommes appuyés sur le PMBOK et nous avons décrit comment nous traitions nos projets. Nous avons mis en place des sites d'équipe projet, des sites de partage et de communication avec les directions métiers. Donc ça, c'est la plateforme collaborative. Et pour faire le reporting, donc des outils de gestion du portefeuille et des outils de planification basés sur Microsoft Project Server. À chaque étape du cycle de vie d'un produit, donc que ce soit en amont lors de l'étude, pendant l'exécution du projet ou pendant la maintenance d'une application, d'un produit, d'un logiciel, mais à chaque étape, on retrouve les mêmes sous-phases, je dirais. Donc une phase où on va acheter une prestation, on va acheter un logiciel. Donc pendant la phase d'étude, on peut très bien acheter une phase de conseil. Donc du conseil, donc c'est une étude. Donc le livrable sera un document un document d'étude d'opportunité, par exemple. Pendant le projet, il s'agit de réaliser le produit. Donc là aussi, il va y avoir de l'acquisition. Donc ça peut être une procédure de marché ouvert ou une procédure de marché négocié. Et ensuite, pendant la phase de maintenance, donc en MCO, en maintenance en conditions opérationnelles, là aussi, il y a un marché qui s'exécute pour maintenir les applications. Donc on voit bien qu'à chaque étape du cycle de vie du projet, il est nécessaire de passer des marchés publics, puisque notre organisation fait que nous sommes obligés de passer des marchés publics pour tous nos achats et pour toutes nos prestations. Alors, plusieurs types de marchés existent, de types de planning, selon les phases. Donc, pendant la phase d'achat, on va plutôt trouver des marchés à procédure ouverte, des marchés à procédure adaptée, des marchés subséquents. Donc, on a décrit pour chaque phase différentes typologies de planification, donc qui vont de quelque chose, on va dire, de classique, comme des études ou de l'intégration logicielle, à des plannings plutôt orientés MCO, comme les maintenances d'applications ou la maintenance d'infrastructures. C'est-à-dire que nous traitons de la même façon aussi bien la maintenance d'un serveur que la maintenance d'un logiciel. Si vous devez faire évoluer un serveur, vous avez de l'acquisition peut-être de nouvelles licences, vous devez arrêter les machines, donc tout ça doit se planifier. Alors concrètement, comment ça se présente? Alors, on décrit en fait systématiquement un projet en 3 phases. Il y a d'abord une phase d'initialisation. L'initialisation, c'est le cadrage, c'est le moment en fait où on va réfléchir à ce que l'on va faire. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à réfléchir à la constitution de l'équipe. C'est à ce moment-là qu'on va se dire, bon, ce marché, comment on va le passer? Est-ce qu'on va faire une procédure ouverte? Est-ce qu'on va utiliser un marché existant qu'on va reprendre d'une autre façon? Est-ce que la réglementation a évolué? Est-ce que le besoin utilisateur a changé? Et donc, en fonction de ça, on va définir, donc pendant une phase qui chez nous peut durer jusqu'à 2 mois, parfois plus, on va définir en fait comment on va mener notre projet, comment on va mener notre procédure de marché public. À l'issue de ça, et uniquement à l'issue de cette phase, lorsqu'on a un accord de passage en exécution, donc qui est très formel, on décide de rédiger le marché. Alors, la rédaction d'un marché est très coûteuse en charge. C'est en partie la raison pour laquelle on a mis en place le suivi des marchés publics, parce qu'en fait, on constate que pour le chef de projet chargé de réaliser la procédure de marché,
il est nécessaire pour lui de consommer du temps, de recevoir des prestataires, de faire des analyses, et donc ça se suit comme un marché. La rédaction du CCTP dure en moyenne, on va dire 1 mois, c'est un minimum, même s'il n'y a pas 1 mois de charge. À l'issue de ça, on publie, donc on publie le DCE, on attend, on suit les règles des marchés publics concernant les délais légaux pour attendre les délais de publication, on ouvre les offres et à la fin on notifie. Donc on voit bien qu'une procédure de marché public, elle dure, là dans le cas d'une procédure ouverte, ça dure 9 mois. Et en fonction des congés, en fonction des disponibilités des différentes ressources, puisque les ressources ne sont pas qu'affectées à des marchés publics, elles peuvent être aussi affectées forcément à des projets ou à de la maintenance applicative, mais on en déduit à quel moment la notification pourra avoir lieu. Alors on a 2 types de planification de manière générale. Les nouvelles procédures de marché à lancer, à ce moment-là c'est un nouveau marché et donc on sait quand est-ce qu'on veut démarrer et quand est-ce qu'on pense pouvoir notifier. Et puis il y a aussi le renouvellement des procédures en cours. Et donc là, on fait un rétro-planning depuis la date de fin du marché en cours, donc jusqu'à la phase de cadrage, pour se reposer à nouveau les bonnes questions, pour être capable de notifier avant que le marché existant se termine. Bon, je prends l'exemple par exemple de la maintenance de logiciels. Il ne faut pas oublier en fait de renouveler un marché avant sa maintenance en cours. Donc on fait très attention à ça et on prend le temps de recenser tous nos marchés afin de ne pas oublier de marché lors du renouvellement. Alors en parallèle, on en profite, puisqu'on est dans Microsoft Project Server, pour décrire la procédure de marché. Donc c'est comme un projet. Pour qui est-ce qu'on travaille? Donc quel est notre client? Donc là, ça va être une DGA, une direction. Qui sera chargé de suivre le marché? Bon là, dans l'exemple que j'ai pris un support et maintenance de logiciels d'infrastructure. Donc c'est vraiment tout type de marché public de la DSIT qui va être traité. On en profite aussi pour suivre les budgets, donc pour consolider en fait les budgets et savoir ce que vont nous coûter les marchés, donc les montants maximum, les montants mini, combien on va mettre au BP en cours d'année. Donc ça nous permet déjà d'anticiper les besoins en termes de budget, en termes de renouvellement pour les marchés futurs. Donc on fait d'une pierre deux coups, puisque ça c'était quelque chose que nous faisions déjà pour suivre nos projets de manière classique, hors marché public. Alors la procédure de marché en fait implique beaucoup de monde, énormément d'échanges. Quelque part on s'est rendu compte qu'une procédure de marché public impactait plus de monde qu'un marché classique, un projet classique, projet informatique classique. Pourquoi? Parce que très souvent, on est obligé de remonter jusqu'à la direction générale, d'impliquer très en amont les directions métiers, alors que lorsqu'on traite un projet informatique, on s'arrête le plus souvent à la direction métier. C'est quand même plus rare si on va à la direction générale, parce qu'on reste dans un cadre, dans ce cas-là, qui est très connu, qui est très informatique. Là, on a des gens de la direction juridique, on a des gens des services administratifs, donc des gens qui n'ont pas l'habitude de parler, on va dire, projet, donc de ce vocabulaire de gestion de projet. Donc ce qui implique en fait de nombreuses réunions, de nombreux échanges avec eux, pour être certain en fait que notre procédure de marché public va bien se dérouler. Donc on voit bien qu'autour de la table, on peut aussi bien avoir des gens des services techniques, des chefs de projet de la DSIT, donc de la direction informatique, que des juristes, des gens des services administratifs, que des personnes de la direction générale. Et donc pour faire communiquer tout ce monde, on utilise donc les plannings, donc qui sont des documents communs que nous partageons, et on utilise aussi les sites que je vous ai montrés plus tôt, donc les sites collaboratifs sous SharePoint, pour échanger les documents. Ça, c'est un point en fait ça a été une vraie plus-value de
de SharePoint à ce sujet, c'est-à-dire qu'on n'a plus tous ces CCTP qui se baladent par email d'un service à l'autre, on n'a plus les différentes versions, chacun travaillait dans son coin, dans son document Word, avec une version du CCTP, et puis au moment où on doit publier, on se rend compte qu'on a oublié quelque chose d'important. Donc là, tout le monde travaille désormais dans le même répertoire dans SharePoint. Donc ça a permis de fluidifier les échanges et d'assurer une transversalité en fait plus homogène, plus fluide. Ça c'est vraiment une grosse plus-value qui est arrivée après, puisqu'au départ nous pensions uniquement au niveau planification, et puis on s'est dit bon ben puisqu'on utilise les mêmes outils que la gestion de projet, allons jusqu'au bout, et c'est ce que nous avons fait. Alors, c'est pas qu'un projet technique, c'est-à-dire nous avons mis en place des procédures des modèles de procédures de marché, mais c'est surtout des réunions et des instances qui doivent être suivies. Au niveau des chefs de service et de la direction, il y a une réunion par mois pour suivre les marchés en cours. Donc lors de cette réunion, on suit tous les nouveaux marchés à lancer et à relancer, et on vérifie en fait au niveau des budgets et des informations que nous avons sur les marchés si les informations sont correctes. C'est-à-dire on ne va pas lancer une procédure adaptée, un MAPA, s'il est nécessaire de lancer une procédure ouverte. Je prends par exemple l'exemple où un produit a désormais beaucoup de succès, donc un MAPA ne peut plus passer à cause des seuils, et il est nécessaire de passer une procédure ouverte. Donc ça nous arrive, ou des fois on en inverse. On avait initialement passé une procédure ouverte, et puis lors du renouvellement, ça devient une procédure adaptée, et donc ça doit être traité en tant que tel. Donc ça se voit pendant la réunion mensuelle entre le chef de service, la direction DSIT, auquel participe bien sûr le PMO. Ensuite, il y a une autre réunion, le PMO, donc moi-même, avec la direction DSIT, la direction juridique et la direction générale éventuellement. Là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un ajustement des phases des marchés et des priorités. Donc là, on s'assure que, en fonction de nos ressources, que la direction juridique et la direction générale sont en phase avec nous et qu'on ne lance pas un marché trop tôt ou trop tard en fonction des disponibilités de la direction juridique et des priorités. Parfois, il peut être nécessaire d'attendre, en fonction de la disponibilité des ressources, de lancer un marché, que tout le monde soit prêt, bien que techniquement on soit déjà prêt à lancer le marché et on aurait pu nous le faire. Donc cette réunion est très importante. Elle est aussi mensuelle et elle se déroule une fois que la réunion précédente entre les chefs de service et la DSIT a eu lieu. Ensuite, il y a une réunion, cette fois interne, entre le PMO et le service administratif qui contrôle les marchés chez nous, dans une sorte de contrôle de gestion en fait, un contrôle qualité aussi. Et donc là, on traite le détail de chaque procédure de marché, on ouvre chaque procédure de marché et on s'assure que le suivi est bien fait, que l'avancement des charges est correct, qu'on n'a pas des marchés qui ont été oubliés, que si à un moment donné on est au courant d'un décalage parce qu'un chef de projet par exemple est malade et ne peut pas rendre son CCTP dans les temps, on s'assure que tout a été pris en compte, que quelqu'un pourra le remplacer, que la publication est bien planifiée comme il faut. Donc là, on est plutôt dans de l'opérationnel, vraiment très opérationnel, on rentre vraiment dans le détail. Donc tout ça constitue ce qu'on appelle les réunions de pilotage. Tout ça a été formalisé dans un document qui a été bien formalisé et accepté par tous. À partir de là, il est possible de produire des tableaux de bord de toutes sortes, puisque toutes les informations sont hébergées dans la base de données de Project Server. On est capable de connaître les projets à lancer en cours à un instant T, les projets par service, on sait qu'est-ce qui est à lancer, qu'est-ce qui est en cours. On a une visibilité aussi par typologie de marché. Donc on sait exactement combien on doit lancer, on connaît donc le détail. Et puis surtout quelque chose d'important, c'est que ça nous permet d'anticiper. Donc nous savons aujourd'hui, au nouveau marché prêt que nous ne connaissons pas a priori, qu'est-ce qui va se terminer en cours d'année 2015. Alors là, c'est donné d'une base de test, mais on sait à l'avance
précisément combien de marchés, combien de procédures de marché on va clôturer en septembre 2015. Donc, ce qui nous permet de nous organiser, ce qui nous permet de planifier les ressources. Et comme ce sont les mêmes ressources, en fait, qui font aussi bien du marché, enfin, des passations de marché, donc qui rédigent des CCTP, qui suivent les marchés, donc nos chefs de projet. Donc ça nous permet de nous organiser et de planifier les charges donc de ces personnes. Alors la mise en œuvre de ce système a commencé en avril 2013. Donc ça a commencé au moment où on avait déjà mis en place le PMO pour les projets. Pourquoi on a démarré ça? C'est parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on était incomplet en termes de suivi des charges par rapport à ce que faisaient les ressources. Les ressources étaient occupées à traiter des marchés publics. Et donc, lorsqu'on regardait les charges de ces ressources, il était nécessaire de savoir tout ce qu'elles faisaient. Donc, on avait traité les maintenances d'appli et d'infra, plus les projets. Il était nécessaire de traiter aussi le temps passé sur les marchés publics pour être cohérent et traiter en fait la gestion de la ressource de bout en bout. Donc, c'est un projet en fait qui a duré quelques mois. Il y a eu beaucoup de temps en fait où on n'a pas fait grand-chose pendant l'été. Mais très vite, quand on a commencé à démarrer entre septembre et janvier, ça a été très rapide. Ça a été en fait assez compliqué au départ. Ça a été de mettre tout le monde autour de la table et de savoir quel type de marché on allait suivre et comment on allait travailler. C'était plutôt à ce niveau-là en fait qu'on a passé du temps. L'analyse de besoins et les tests, puisque comme je disais, en fait, on travaillait avec un public qui n'avait pas l'habitude de travailler sous forme de marché public, enfin de projet. À partir du moment où ça a été accepté, où nos tests ont été concluants, à la suite d'un pilote, avec 2 services, on a très vite généralisé et depuis, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Alors, Team Square nous a aidés pour la formation des outils, il s'est agi, en plus des chefs de projet qui étaient déjà formés à la gestion de projet, de former des personnes au niveau de l'administration. Il y a eu un coaching individuel qui a été assez important aussi. Bon, là, on a préféré vraiment passer un gros effort là-dessus. C'est important. Et même maintenant, encore plusieurs années après, il est nécessaire encore d'expliquer comment fonctionne Project, puisque bon, les gens, en fait, manipulent, mais ne connaissent pas toutes les astuces de l'outil. On continue encore à faire du coaching, bien que le produit soit en place en ce moment. Ça, c'est un point vraiment qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. C'est qu'on a de la formation, ça c'est important, mais il est aussi nécessaire d'individualiser la liaison entre le chef de projet et ce qu'il fait. Parce qu'on constate que chacun travaille, même si c'est une procédure qui est toujours pareille, hein, là on n'a pas le choix, la procédure on ne peut pas l'adapter, on constate que les pratiques sont différentes. Donc, sont différentes sur la manière de rédiger le CCTP. Certains vont travailler tout seuls dans leur coin, d'autres vont travailler en équipe. Vous voyez, donc ce genre de choses fait qu'à un moment donné, il faut s'adapter, faire du coaching individuel et s'adapter à chaque chef de projet. Alors, les facteurs clés de succès de ce projet, on n'aurait jamais pu mettre ça en place si la DSIT, la direction, n'était pas moteur sur ce projet. Donc en fait, on est remonté jusqu'à la direction générale aussi, qui a en fait souhaité que le suivi des marchés publics soit sans faille. Donc c'est la raison pour laquelle on a une réunion mensuelle avec eux, avec la direction juridique et la direction générale. Donc c'est vraiment un projet, c'est actuellement encore très suivi. Tous les mois, il y a une réunion et les réunions durent 2 heures à minima. On passe en revue les marchés et c'est quelque chose qui est qui est nécessaire, même je dirais indispensable. Ensuite, on a pu bénéficier du retour d'expérience issu de la gestion de projet au CG13. Clairement, je pense que si on avait démarré directement avec la gestion des marchés sans faire la gestion de projet avant, on aurait passé beaucoup plus de temps en formation et en formation et en spécification
pour mettre ce système en place, parce que les gens avaient la preuve déjà que l'autre système fonctionnait avec les marchés publics, et donc on a pu montrer quelque chose qui fonctionnait à des ressources qui n'avaient pas l'habitude de travailler comme ça. Ensuite, il y a eu beaucoup de travail aussi en termes de communication autour du changement. Il a fallu rassurer les acteurs, donc leur montrer comment ça fonctionnait. On avait des gens qui travaillaient uniquement avec du Excel, à qui il a fallu montrer qu'en travaillant avec des bases de données, avec du project, on arrivait finalement à fabriquer les mêmes états avec Excel. Donc là, ça a été très important aussi. On a eu un coaching très efficace autour de l'outil par un expert Team Square, qui a vraiment trouvé le temps, en fait, qui a passé le temps avec les gens pour les rassurer, pour leur montrer en fait que l'outil Project n'est pas si compliqué que ça. Puis ce travail a été effectué en interne. Oui, aussi un autre point, alors ça, il ne faut pas du tout le négliger, c'est que les marchés publics, ce n'est pas de la gestion de projet classique. Il faut avoir à sa disposition un expert en marché public, quelqu'un qui maîtrise bien les procédures de marché, le code des marchés publics. Ça, c'est vraiment nécessaire et indispensable. On a eu la chance d'avoir des personnes à la direction juridique et à la direction au service administratif à la DSIT qui maîtrisaient bien le sujet et qui ont pu nous aider pour rédiger les modèles de marché. Et même encore maintenant, on s'appuie sur eux et ils nous remontent encore des informations à ce sujet. Voilà. Ensuite, on a un dernier point, c'est qu'il fallait un outil facilement paramétrable. Donc on a simplifié en fait au maximum SharePoint et Project, de telle sorte qu'en fait ce soit intuitif au mieux. Alors après, on est contraint par l'outil, pour que l'outil puisse être utilisable, on va dire, sans qu'on nous pose des questions tous les jours. Voilà, ça c'était vraiment un prérequis. Voilà, donc ça c'est l'ensemble des clés de succès, c'est beaucoup de choses, mais je pense que c'était important d'insister sur tout ça. Si je devais classer ces retours d'expérience-là, je dirais qu'en premier lieu, je l'ai mis en premier, c'était un soutien de la DSIT, enfin de la direction, et un soutien fort de la direction générale. Sans ça, on aurait fait quelque chose chez nous, mais on n'aurait jamais pu coordonner les différentes ressources, on n'aurait jamais pu coordonner les directions métiers comme la direction juridique avec la DSIT. Je pense que ça n'aurait pas marché si derrière notre DGA ne nous avait pas poussé et soutenu dans ce projet. Voilà, j'ai été plus rapide que ce que je pensais, donc j'ai laissé le temps pour les questions. Ah oui, je vois qu'il y en a déjà beaucoup. Alors, le planning de mise en œuvre se termine en 2014, qu'avez-vous fait depuis? Beaucoup de choses. En fait, la réglementation évolue. On a revu l'ensemble des procédures de marché telles qu'on les avait définies à ce moment-là a été revues. Toutes nos procédures ont été revues au moins une fois. D'abord parce qu'il y a des choses qui changent en termes de réglementation, et ensuite parce que nos procédures internes, elles évoluent. Au début, on était très frileux, donc on avait mis beaucoup de jalons, on avait mis des étapes, on voulait faire du contrôle, etc. Quand on a vu que ça marchait, on a supprimé des points de contrôle et on a, comment on va dire, on a simplifié certaines procédures. Bon, de notre côté, on en a complexifié d'autres et on en a créé de nouvelles. Là, récemment, on a traité la passation de marché avec l'UGAP, chose qui n'existait pas, enfin que nous n'utilisions pas en 2014. Une autre question, comment se passe l'enrichissement de la base qui saisit les nouveaux marchés? Ah, ça c'est une... Alors, oui, alors, on a, comme je disais, en fait, deux types de procédures de marché. On a les nouvelles procédures de marché. Donc là, c'est simple, c'est le chef de projet qui fait sa demande dans l'outil, qui saisit une demande de marché. Donc là, il y a un workflow qui s'exécute comme un projet. Donc là, il saisit sa demande comme si c'était un projet, mais il est de type marché public. Et le workflow crée, après validation, crée la procédure telle qu'elle a été demandée par le chef de projet. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il y a tous les renouvellements de marché public. Et là, on s'appuie sur notre outil financier, c'est Coriolis. Et une fois par mois, on regarde tous les nouveaux marchés qui ont été entrés dans Coriolis.
on extrait ça de la base, on a un document CSV, donc sous forme CSV, et on croise ça avec notre base existante. Et de là, on connaît tous les nouveaux marchés à lancer dans le futur. Donc on sait si on a un nouveau marché qui a été notifié le mois dernier, qui se termine, admettons, en 2017 ou en 2018, mais on sait que un an avant ou 6 mois avant, il va falloir le renouveler. Et donc, on prévoit déjà le rétro-planning de renouvellement de ce marché sur la base des informations dont on dispose. Ce qui nous permet de savoir que, éventuellement, en 2017, on devra lancer tel type de marché. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. C'est rodé depuis maintenant 1 an et demi. Alors, à une limite près, c'est donc on ne sait pas a priori sous quelle forme le marché sera renouvelé. C'est pour ça qu'on a une phase de cadrage assez longue qui nous permet de nous retourner si éventuellement ce qui éventuellement au départ avait été mis sous forme d'un marché négocié, est-ce que ça reste sous la même forme? Parfois les marchés deviennent caducs, puisqu'il n'y a plus lieu de relancer le marché, puisque 2 marchés par exemple fusionnent, ce qui arrive assez souvent. Donc tout ça a été vu dans la phase de pilotage, au moment de l'instance, comme je le décrivais, entre le chef de service, la direction et le PMO. Quelle charge de travail est nécessaire pour tenir à jour l'outil et la base? Alors, pour ce qui me concerne, puisque en fait, la maintenance des plannings, enfin le suivi des plannings, n'est pas réalisé par les chefs de projet. On interroge les chefs de projet, on leur pose la question, on leur dit « tu en es où ?» Ils me répondent, et c'est moi qui fais l'avancement des charges. On est dans un cas assez particulier où tous les plannings se ressemblent, sont tous les mêmes pratiquement, donc on a quelques types de marchés. Et donc là, on ne peut pas y déroger, donc on fait l'avancement en interne, c'est-à-dire que c'est moi et le service études, enfin non, et le service administratif, qui faisons l'avancement, et ça nécessite, on va dire, entre 1 jour et demi et 2 jours de charge par mois, en jour homme. C'est-à-dire, moi je vais y passer 1 jour et demi, et au service administratif, ils vont y passer une demi-journée. Voilà, c'est tout. Les chefs de projet ne font pas eux-mêmes l'avancement. L'avancement est suivi lors des instances. Donc on fait l'avancement à ce moment-là, ou en dehors, si moi en amont, je prépare la réunion, lorsque je prépare la réunion. Cette solution est-elle utilisée pour tous les marchés publics de la collectivité, uniquement pour la DSIT? Non, alors ce n'est utilisé que pour la DSIT pour l'instant. On a présenté cet outil à plusieurs autres directions. On l'a présenté à la direction des routes, on l'a présenté à la direction des bâtiments. Alors techniquement, on saurait faire, mais on ne le fait pas parce qu'il est nécessaire en fait d'avoir une ressource, l'équivalent d'un PMO, pour ces directions-là. C'est-à-dire qu'il est nécessaire qu'il y ait quelqu'un dans la direction qui maîtrise Project, qui soit formé et qui ait le temps de faire le tour des chefs de projet et de suivre l'avancement des projets, enfin des marchés. Donc c'est pas fait sous cette forme-là dans les autres directions, mais c'est quelque chose qui est envisagé. Ce qui bloque actuellement, pour être concret, c'est la disponibilité des ressources capable de faire ce suivi. Derrière, comme je disais, on avait l'expérience de la gestion de projet. Alors à la direction des routes, ça ne devrait pas normalement poser problème. Par contre, dans d'autres directions, comme les directions sociales, à la culture aussi, où ils ont des marchés publics, c'est plus difficile de trouver une ressource qui soit en mesure de faire ce suivi. Alors l'autre solution qui a été envisagée pour l'instant, elle n'a pas encore abouti, c'était de monter une cellule dédiée qui ferait ce suivi et qui serait dépendante de la direction générale. Pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité. Nous sommes en pleine réorganisation suite au changement CG13 et CD13, mais je pense que c'est quelque chose qui existera forcément dans l'avenir. Avez-vous géré un lien entre le suivi des marchés et celui des projets? Absolument. Absolument, puisque le suivi des marchés en fait fait partie de du suivi des projets. C'est-à-dire qu'un projet, on va dire un chantier,
démarre par une étude qui peut être, je vais revenir, voilà, je vais revenir ici. Donc en fait, on commence par une étude qui va nécessiter un marché public. À l'issue de ce marché, on va lancer peut-être un deuxième marché public pour réaliser et peut-être un troisième marché public pour suivre. Mais il faut pouvoir gérer le projet de bout en bout, c'est-à-dire depuis l'étude jusqu'à la maintenance, jusqu'à la passation en MCO. Et donc effectivement, à ce moment-là, on fait des marchés, des master projects qui intègrent la procédure de marché et qui intègrent aussi la réalisation. Alors ce n'est pas fait dans tous les cas, on le fait uniquement lorsque ça le nécessite. C'est pas du tout la majorité de nos marchés qui sont gérés comme ça. Alors oui, il y a un module. Alors, y a-t-il un module d'estimation de charge par type d'intervenant? Alors oui, alors ça c'est ce que l'on fait. Donc effectivement, nous avons des rapports qui sont natifs à Project. Donc à partir de la gestion des ressources, on sait exactement comment le chef de projet ou la ressource va être utilisée sur les différents projets et sur les différentes procédures de marché. Et donc on voit les surcharges, on voit apparaître les surcharges, et on s'organise et on déplace les projets et les procédures de marché en fonction de la disponibilité et des charges qui seront nécessaires pour mener à bien les marchés et les projets et les maintenances. Donc ça c'est quelque chose que l'on pratique, et en réunion mensuelle avec les chefs de service, c'est un des points en fait, un des points durs qui est abordé et qui nous contraint sur les décalages sur les marchés publics. Donc la procédure de marché public, elle est donnée au départ sans aucune contrainte en disant dans le meilleur des cas on peut travailler comme ceci, mais en réalité il faut suivre il faut estimer les charges qui seront nécessaires pour les intervenants et ensuite tout cumuler pour avoir la réalité en fait, et au fur et à mesure on adapte la charge qui est nécessaire pour quantifier cette valeur. Y a-t-il un lien avec votre gestion des temps et activités, congés, etc. Alors non, nous n'avons pas intégré, alors oui, il y a la gestion des congés dans Project, c'est-à-dire que si on saisit qu'on n'est pas là pendant tout le mois d'août, le planning va forcément se décaler, et si la ressource devait travailler en août, elle sera décalée en septembre. Donc ça, bien sûr, on le traite au niveau de la ressource, parce qu'on le traite au niveau des projets. Donc c'est la même chose, la procédure de marché public est un projet comme un autre, quelque part, et donc les congés sont traités. Par contre, ce que l'on ne fait pas, c'est qu'on ne lie pas ça, du verbe lier, on ne lie pas ça à notre badgeuse, par exemple. Donc, ce qui fait que si quelqu'un note ses congés dans l'outil de gestion des congés et qu'il ne le note pas dans Project, forcément, ça sera incorrect. Mais là, bon, il faut se battre avec les chefs de projet pour que ce soit à jour. Mais ça, c'est quelque chose de classique et qui n'est pas du tout propre à la procédure des marchés publics. Là où, par contre, on a un problème actuellement, c'est que les directions ressources, donc les directions métiers qui doivent travailler avec nous lors de la rédaction du CCTP, ou les directions juridiques au moment du dépouillement, par exemple, ou bien lors de l'analyse des offres, elles, nous ne disposons pas de leur planification à l'avance. On le sait lors des réunions mensuelles avec la DGA et les DJ et la direction juridique, mais ce n'est pas dans notre outil. Donc là, c'est de l'estimation, mais ce n'est pas quelque chose que l'on maîtrise à 100%. Comment est gérée la sécurité sur le reporting et le cloisonnement entre équipes projet? Alors oui, ça c'est un point très très important qui a été abordé, qui est très, très sensible. Alors, la règle est la suivante. Seules les personnes qui sont membres de l'équipe ont le droit de lire les documents du projet, donc du marché public. Donc tout ce qui est en cours de rédaction, CCTP, DCE, BPU, enfin, bon, je passe sur les abréviations, les bordereaux de prix unitaires, etc. Évidemment que ça, c'est cloisonné, et là, en termes de sécurité, c'est la sécurité SharePoint qui s'applique, et là, personne d'autre que les membres de l'équipe n'ont le droit
de lecture sur ces informations. Alors, à une exception près, la direction de la DSIT et le chef de service dont dépend le chef de projet en charge de la rédaction du CCTP. Concernant les plannings, là c'est différent. Sur les plannings, nous avons souhaité au contraire que tout soit visible de tout le monde. C'est-à-dire tous les membres de la DSIT, s'ils sont chefs de projet, ont le droit de visualiser les plannings des autres chefs de projet et donc de visualiser aussi les plannings des procédures de marché. Alors ça, c'est absolument nécessaire pour assurer une bonne coordination entre les équipes, puisque si à un moment donné, pour rédiger mon CCTP, j'ai besoin de ressources de notre service, par exemple, un service qui s'y connaît bien, enfin je sais pas, qui est capable d'aider pour la rédaction du marché, à ce moment-là, il faut que j'ai sa vision et sa disponibilité pour voir quand est-ce que je peux l'intégrer dans mon projet à moi. Donc, deux choses. Donc, au niveau des documents, là, c'est hyper cloisonné, on a fait très attention. Les bibliothèques sont des bibliothèques à accès restreint, c'est le chef de projet qui a lui-même les accès, qui a les droits pour donner des accès ou en retirer. Par contre, sur la partie planification, là, nous sommes complètement ouverts. Tous ceux qui ont accès au PMO et qui sont de la DSIT ont la visibilité de ces informations. On ne cache rien à ce niveau-là. Y a-t-il une gestion du workflow intégrée? Alors, on n'a pas mis en place le workflow project sur ces étapes, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis en place tous les go entre les différentes étapes. On s'est contenté d'un workflow dans project. Donc, on a des go, on a des jalons en fait qui sont intégrés dans nos plannings et on s'est contenté de ça. C'est-à-dire qu'on extrait des plannings, des reports qui vont nous donner la liste de tous les jalons à venir. Donc, quand est-ce qu'on doit passer de la phase d'initialisation à exécution. Mais c'est fait manuellement. C'est fait pendant les réunions mensuelles que je décrivais tout à l'heure. Voilà, celle-ci. Voilà, donc la réunion entre le chef de service et la DSIT. Donc, c'est fait à ce moment-là et il y a un workflow qui est manuel. Pour l'instant, nous n'envisageons pas de l'automatiser parce qu'il y a trop d'intervenants en dehors de la DSIT. Ce serait beaucoup plus facile d'automatiser ça pour des projets classiques que pour des marchés publics. Dans l'immédiat, on ne prévoit pas de le faire. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Il y a eu beaucoup de questions. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie de votre attention. J'espère avoir été complet. Je vais repasser la parole à Jessica. Merci. Au revoir. Alors, merci beaucoup Alain d'avoir accepté de faire ce témoignage. On arrive à la fin de ce webinaire. Le webinaire a été filmé, il sera donc diffusé dès demain sur notre chaîne YouTube, donc la chaîne YouTube de TeamSquare. Vous retrouverez l'ensemble de nos vidéos des différents webinaires qu'on a pu faire, dont celui-ci. On espère avoir répondu à toutes vos questions. Si par la suite vous avez encore des questions, vous souhaitez des précisions sur Microsoft Project Server, sur la mise en œuvre dans des collectivités ou bien dans d'autres structures, n'hésitez pas à nous contacter. On reste disponible pour répondre à toutes vos futures questions. Merci à tous pour votre participation, bonne journée et puis à très bientôt pour un prochain webinaire.